Rickenbacher, que je vous présente rapidement. Donc, il est né en 1954. Il a été en 1979 ingénieur en génie rural à l'École polytechnique fédérale à Zurich. Il a été ingénieur géomètre en 1980. En 1989, il est collaborateur scientifique à l'Office fédéral de la topographie Suisse Topo à Waverne, dans le canton de Berne. Et il travaille d'abord comme responsable pour l'établissement du modèle numérique de terrain, alors je n'y comprends rien du tout, MNT25, il nous en dira plus tout à l'heure, et actuellement pour des questions relatives à l'histoire des cartes nationales et de l'Office fédéral. Il est l'auteur de nombreux articles sur l'histoire de la cartographie en Suisse. Il dirige le groupe de travail de la Société suisse de cartographie et représente en Suisse le journal international Imago Mundi. Juste, oui. Et en 2009, félicitations, il a été promu docteur ès lettres à la faculté des lettres de l'université de Bâle. Il vient de sortir un très bel ouvrage. Napoleonskarten der Schweiz, Landesvermessung als Machtfaktor 1798 bis 1815. Voilà. Alors, on va lui laisser directement la parole, comme ça il peut. Merci Martin. Alors, c'est la reprise des Balois. Mesdames, Messieurs, je vous salue cordialement aussi de ma part. Vous allez voir que je suis Balois. Mon français est un français fédéral, mais je vais faire mon mieux. La plus importante chose dans le titre de mon exposé, c'est le point d'interrogation. Je pose la question si Dufour était en réalité un ingénieur géographe français. Et c'est donc la deuxième moitié de cette phrase qui est la partie principale de mon exposé. Dufour, il ne figure pas dans les premiers moments. Il apparaîtra vers la fin de l'exposé et j'essaye de donner une réponse à cette question. Ce que vous voyez ici, c'est aussi Bâle, hein, mais ce n'est pas la carte Dufour. Pour ceux qui pensent que c'est la carte Dufour, je dois les décéder, c'est la carte topographique de l'ancienne Souabe, apparue 30 ans avant la carte Dufour, et je vais expliquer ça, c'est un chef-d'œuvre de la cartographie française qui a aussi touché la Suisse. J'aimerais parler de ces points principaux. D'abord, vous donner la situation cartographique en Suisse et à Genève plus spéciale. Lors du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, pour décrire plus profondément les trois vagues de la cartographie française qui ont touché la Suisse. On peut déterminer trois de telles vagues cartographiques à rouler vers les Alpes. La troisième, c'était sous Napoléon Ier. Puis, on se pose la question, et Dufour, où est-il? Dans ce contexte, il faut sûrement mentionner sa formation en France. Je vais vous donner quelques dates clés de Dufour, de Dufour en Suisse, et puis vous décrire les influences de la cartographie française sur celle de la Suisse. Et pour finir, je vais tirer quelques conclusions et répondre à cette question que j'ai posée au début. Retournons pour 300 ans. En 1712, c'est le médecin de ville de Zurich, Johann Jakob Scheuchzer, qui a publié sa carte en 4 feuilles, la Nova Helvetiae Tabula Geographica. Cette carte, elle était vraiment excellente parce qu'elle a dominé pratiquement tout le 19e siècle. Il y avait beaucoup de gens en Suisse qui ont reconnu assez tôt les défauts de cette carte, mais cette carte a pu se tenir jusqu'à environ 1800.
Si on se concentre sur Genève, on voit ici le territoire genevois qui ne fait pas partie des 13 cantons. Il faut savoir ça. Le Genève était hors de la Suisse, mais c'était un canton allié, c'était une république alliée. Hein? Mais Scheuchzer a trouvé que Genève, il faut le mettre sur cette carte, même si c'est une carte de l'Helvétie. Moi, j'ai analysé cette carte. Ça veut dire, j'ai essayé de visualiser les distorsions géométriques de cette carte. En regard que je suis ingénieur de naissance et pas seulement historien, je ne veux pas vous ennuyer avec des détails techniques. J'ai pris 50 points que j'ai pu déterminer dans l'ancienne carte et les déterminer dans une carte moderne. J'ai mis ça dans un programme et j'ai visualisé cette distorsion de la carte. Et vous voyez dans cette géométrie distordue l'image d'une Suisse qui est aussi pas seulement sur le niveau cartographique, mais aussi sur le niveau politique. C'est une Suisse sans cohérence interne. Ça, c'était vraiment la situation dans la première et aussi beaucoup dans la deuxième, juste dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Pour mentionner la cartographie genevoise, je vous nomme Jacques-Barthélemy Micheli-Duc de Jussy. J'ai un lien, il est presque ami de moi, parce que ma première recherche que j'ai faite, il y a maintenant 16 ans, qui m'a fait dériver d'un chemin normal d'un ingénieur, c'était l'analyse de son prospect géométrique qu'il a dressé à Harbourg quand il était emprisonné pour 16 ans. Il était l'emprisonné suisse le plus long qui était en prison. Mais il a fait le premier panorama scientifique des Alpes. Mais ici, pour nous important, c'est la Geneva Quintas, une carte environ 1 sur 15 000, levée vers 1730. Donc, la cartographie genevoise était, dans ce moment, elle était déjà plus détaillée que la cartographie de Scheuchzer. La France, elle avait à cette époque déjà beaucoup de connaissances dans la matière de géodésie, dans la matière de cartographie. Cette carte, nommée carte des triangles, mentionne ce qui est nouveau dans le concept français. La nouveauté, c'est décrit dans le titre de la carte. Il s'agit de la nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui servent de fondement à la description géométrique de la France, levée par ordre du roi par messieurs Maraldi et Cassini de Thury de l'Académie royale des sciences, année 1744. À cette date, l'Académie des sciences existait déjà pour 80 années à peu près, et c'est un premier culminant de ce savoir-faire français qui se montre dans cette carte, parce que mesurer un pays, tout un pays, géométriquement correct, ça c'était une tâche qui a été considérée pratiquement comme impossible. Ici, aux deux marges de cette carte, vous trouvez 440 lieux avec des coordonnées géographiques qui sont repérées à l'Observatoire de Paris. Ça, c'est la grande prestation des Français, la détermination exacte de ces points de repère sur le centre de projection national Paris. Il n'y a pas de point en Suisse. Mais regardons d'abord un petit peu dans le détail. Nous pouvons constater que Genève est raccordée par un triangle, mais les coordonnées de Genève ne figurent pas dans cette liste. Mais quand même, ils ont mesuré un triangle, et il y a des signaux sur les sommets du Jura, donc un signe incontestable que la géométrie précise des cartes commence à s'approcher à la Suisse.
Cette carte de triangle était le fondement géométrique de la carte de France. C'est la grande prestation de la cartographie française du XVIIIe siècle. Cette carte se nomme aussi carte Cassini parce qu'elle a été établie par les scientifiques de la famille de Cassini et elle a une échelle qui nous semble peut être drôle, 1 sur 86 400. Ça veut dire qu'on a représenté une ligne pour 100 toises. Et c'est la raison pour ce chiffre assez compliqué. Cette carte consiste de 82 feuilles. Et la première feuille de Paris a été publiée en 1756. La plupart des feuilles étaient publiées jusqu'à la Révolution française, mais finalement les dernières feuilles sont publiées en 1815. C'est une base géodésique complète. Toute la nation était géométriquement cartographiée. Et la description géométrique, publiée aussi en séparé, avec des listes de coordonnées, c'était vraiment un grand chef-d'œuvre de la cartographie française. Cette carte est considérée comme première carte moderne de toute l'Europe. Et cette carte, elle touche entre 1760 et 1766-65. Elle touche la marge ouest de la Suisse par 5 feuilles. Et ils sont compris à peu près 2000 km² du territoire qui est aujourd'hui territoire suisse. Donc c'est vraiment la représentation de cette première vague cartographique qui nous atteint par l'ouest. Dans le contexte de ces cartes, les ingénieurs ont établi des tables de distance à la méridienne et à la perpendiculaire de Paris, donc des listes manuscrites, comme par exemple Bâle avec la cathédrale, une des 2 tours de la cathédrale de Bâle, avec cette distance à la méridienne et cette distance à la perpendiculaire, en toise. Et si on regarde sur cette feuille, tous ces points en rouge sont des points sur le territoire suisse. Et c'est les coordonnées les plus anciennes, les plus vieilles coordonnées qui se trouvent sur le territoire de notre pays. J'ai analysé aussi l'effet de cette carte en relation avec la première carte, celle de Scheurtz, qu'on vient de voir. Et vous voyez ici l'effet qui se produit. Ça, c'est la grille de distorsion en rouge de la carte de France. Vous êtes d'accord avec moi? C'est régulier, c'est parfait, pratiquement parfait, au moins dans cette échelle ici. C'est une grille régulière, prouvée par beaucoup c'est à peu près plus de 100 points que j'ai utilisés. Tandis qu'en bleu, la grille de distorsion de la carte de Scheurtz, et vous voyez, c'est la géométrie qui commence maintenant à s'approcher vers la Suisse. Si on prend un point sur la carte de France, il est en erreur moyenne un peu plus de 200 mètres en nature. Ça veut dire 2,5 mm dans la carte. C'est assez précis. Peut-être pour nous, aujourd'hui c'est haut, mais pour l'époque, c'était vraiment un très très grand progrès. La carte de Scheurtz, erreur moyenne de plus de 10 km. Ça veut dire plus de 34 mm dans la carte. Et cette première vague de cartographie française, elle commence à rouler entre 1760 et 65, comme j'ai déjà dit. À Genève, il y avait aussi un progrès. Cette carte, elle a provoqué Henri Mallet, ingénieur genevois, à établir sa carte des environs de Genève en 1776, avec une échelle de environ 1 sur 50 000. C'est vraiment le modèle de la carte de France qu'on peut reconnaître dans cette carte de Mallet. Mallet a continué ses travaux, il a aussi dressé 5 ans plus tard la carte de la Suisse romande, et ces 2 cartes de Mallet sont considérées aussi comme sous les premières cartes modernes.
de la Suisse. Mais c'est que les cartes de région, ce n'est pas des cartes nationales. Et il n'existait pas une nation à l'époque, dans le sens que nous le comprenons aujourd'hui. Les Français, entre-temps, ils ont continué, ils ont reconnu le besoin de connaître plus précisément la frontière de la nation. En 1775, le ministre de la guerre, Dunuy, ordonne la levée de la frontière Est. Et ces travaux débutent 2 ans plus tard en Provence. Lors du début de ces travaux, il y avait les premiers conflits entre les ingénieurs de Cassini, qui étaient des scientifiques, et entre les militaires. C'est le signe de la reprise du pouvoir en matière cartographique par les militaires en France. Et en 1779, a été ordonné que la frontière du Jura envers l'Helvétie doit être levée en première priorité. Vous regardez, vous voyez sur ce schéma de feuille le nom d'Arson au nord de Pontarlier. C'est pas seulement un petit village qui se trouve là, c'est aussi le chef du directeur de ces travaux. Ces travaux ont été confiés à Jean-Claude Lemichaud d'Arson. C'est un général français de génie et il a dirigé tous ces travaux qui l'ont occupé pour plusieurs années. La partie envers la Suisse a duré de 79 jusqu'à 81, 82 à peu près. Donc dans 3 ans, ils ont levé toute cette frontière franco-suisse. D'Arson était l'homme qui était derrière cette ordonnance du roi concernant le corps du génie de 1776 qui a réglé en détail la composition, la formation, la répartition et toutes les choses aussi en matière cartographique du corps royal du génie. Et on peut dire que les officiers du génie forment bientôt une concurrence très très importante aux ingénieurs de Cassini et aux ingénieurs géographiques militaires aussi. Donc il y avait, sous ces différents corps d'ingénieurs, il y avait certaines rivalités qui a contribué à la qualité des travaux. La totalité de ces spécialistes démontre la capacité énorme qu'il y avait la France. Si on regarde la Suisse, en Suisse, il n'y avait pratiquement personne à faire ces travaux dans ce moment-là. Henri Mallet, quand même. Pardon? Henri Mallet, quand même. Il y avait Mallet, mais c'était un seul. Mais en France, vous aurez pu trouver une centaine de Mallet. Ça c'est l'effet. Donc, si nous pensons que la réputation cartographique de la Suisse que l'on a aujourd'hui, ça n'était pas du cas à l'époque. Hein. C'était vraiment un champ à développer. Premier résultat, c'est un grand canevas. Il est à peu près 2 mètres sur 1 mètre. Le corps royal du génie de la campagne de 1780. Vous voyez le lys des Bourbons. Le tableau général des opérations géométriques. Vous voyez le même principe parce que là, il y a aussi une table avec des coordonnées, mais ces coordonnées sont maintenant relatives à la méridienne du signal de Saint-Sorlin. Saint-Sorlin est près de Mout, indiqué avec une distance exacte en relation de Paris. Et puis, la deuxième, c'est la perpendiculaire qui est aussi indiquée en relation de Paris. Ces 2 lignes forment le repère de cette carte. J'ai transformé ça dans le système d'aujourd'hui et représenté sur un fond cartographique actuel. On peut reconnaître que 113 points se trouvent en Suisse. Cette triangulation, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été connue. Et c'est vraiment la première méthode scientifique
pour la topographie, pour la géodésie qui s'approche maintenant. Ça, c'est le résultat de la carte des frontières en échelle 1 sur 14 400, Genève. Cette version, il y a deux versions de ça, se trouve à l'IGN dans la collection cartographique, donc dans l'Institut géographique national, qui est l'organisation pareille à Swiss Topo, mais en France. Et l'autre version qui se trouve au service historique de la défense, département de l'armée de terre, qui est installé au château de Vincennes. Pour mes recherches, j'ai dû faire 4 voyages à 2 semaines à Paris pour rechercher, pour trouver les cartes que je vais vous montrer maintenant dans ces deux archives, et aussi naturellement dans les archives nationales. Mais c'est les deux fournisseurs principaux de cartes manuscrites. Les deux sont manuscrites, pas publiées. Hein. Il existe une carte dans l'échelle de la carte de France, dans un périmètre élargi. C'est un manuscrit aussi, mais de dimension gigantesque. C'est plus de 2 mètres et demi sur 1 mètre 60. Si vous agissez avec de telles cartes, c'est déjà de la grandeur, de dimension, c'est un problème. Vous ne trouvez pas de tables qui ont ces dimensions, il faut les mettre sur la terre et ça donne des problèmes. Donc pour un chercheur, c'est pas si facile. Mais quand même, j'ai pu laisser photographier une partie et j'ai fait aussi ici une analyse de distorsion. Si vous vous souvenez des 200 mètres 20 de la carte de France, là on a double fois cette valeur, mais toujours beaucoup plus précis que les cartes en Suisse. Mais quand même, c'est une des questions que finalement, je n'ai pas pu répondre. Est-ce qu'il y avait une collaboration entre Malais et les Français? Il y a certains indices que oui, et il y a d'autres que non. La question pour moi, c'est pas répondu, mais j'avais pas pu mettre beaucoup plus de temps pour trouver une réponse vraiment très très décisive. Alors, ici vous voyez les périmètres de ces levées en 14 400. Tout ce périmètre qui est assez respectable, il compte 2560 km². Très grande précision. Et 6470 km² dans l'échelle plus petite. Ça, c'est soumis à ce bilan provisoire pour cette époque. Environ 10 ans avant la Révolution française, environ 15% de la surface de la Suisse, toujours la Suisse, parce que ce n'est pas la Suisse d'aujourd'hui, mais c'est du territoire aujourd'hui suisse, ont été levés par les ingénieurs géographes militaires dans cette petite échelle relative à des bases géodésiques très actuelles. Et les zones frontalières étroites étaient levées encore plus précis. On peut ainsi dire que c'était une première extension de la carte de France envers la Suisse. Donc ça, c'était la deuxième vague de la cartographie. Les Suisses, entre-temps, la République helvétique, c'était en première ligne le ministre des Beaux-Arts et des Sciences, c'était Philippe Albert Stapfer, argovien, qui a proposé un concept, qui a proposé la création d'un bureau statistique topographique géodésique en Helvétie. Ce concept, il est beaucoup influé par les idées françaises. Pour nous, important est de savoir que Stapfer, entre 1800 et 1803, jusqu'à la fin de la République helvétique, il agit à Paris comme ministre plénipotentiaire de la République helvétique. Et ça a des conséquences, parce que dans cette fonction comme ministre, il apprend que Bonaparte, comme consul, il a ordonné le 13 août 1801, par lettre au ministre de la guerre,
Je vous prie, citoyen ministre, de faire lever la carte du Piémont et de la Suisse sur la même échelle que celle de Cassini et de donner des instructions pour que les chemins de la Suisse et du Piémont soient bien marqués. Alors, c'est le militaire qui sait déjà ce qui est important une carte, des voies de communication. Il faut les mettre dans la carte d'une manière très précise, de manière que la carte soit confidence, représente la confiance. Et maintenant, c'est la lettre numéro 1. Le premier document dans ce fond que j'ai recherché, c'est la réaction de Stapfer. Liberté et qualité, l'emblème de la République helvétique par Marquard Wocher, et lettre envoyée le 6 septembre 1801. Stapfer, il réagit d'une manière très positive à ces idées de Napoléon de faire lever la Suisse, parce qu'il voit ici une possibilité de réaliser ses propres idées pour une mensuration nationale. Le but est l'établissement d'une carte de la Suisse. On aurait formé 2 corps d'ingénieurs, un corps francophone et un corps suisse. Et le directeur du corps français, c'était l'astronome et colonel Maurice Henry. Et prévu, comme directeur du corps helvétique, était prévu le professeur bernois Johann Georg Tralles, un Allemand qui avait enseigné à Berne depuis 1786. On aurait partagé les frais qui ont été estimés pour environ 300 000 francs. Ce n'est pas une somme assez grande. On aurait échangé réciproquement les levées, mais Tralles se retire en janvier 1803 parce qu'il ne pouvait pas s'installer comme chef de l'entreprise. Les Français ont voulu installer le Français comme chef de l'entreprise, avec beaucoup de raisons que je pourrais dire, je comprends. Bon, au moins ils ont établi ce canevas trigonométrique. Vous voyez ici en bleu les triangles de Cassini, avec la carte de triangle, des triangles, et puis en rouge les triangles prévus d'être mesurés par l'Office topographique français en Helvétie. Donc il existait un bureau topographique avant Dufour, mais c'était le bureau topographique des Français en Suisse. Ils ont vraiment mesuré des angles. Par exemple, j'ai trouvé dans les archives de l'IGN cette mesure de la campagne de 1805 de Antoine Chopin d'Arnouville. C'est un ingénieur qui a mesuré au Chasseral en juillet et en août 1805. Il a pris note de l'angle entre le clocher de Berthoud et le signal de Rötiflou au nord de Soleure. Un autre, deuxième exemple, angle mesuré à Aarau par l'ingénieur Weiss en octobre de la même année, angle entre le château de Seeli, qui est près de Olten, et le signal de Gisli-Flou. Donc, ces preuves qu'ils ont vraiment mesurées ici en Suisse. Leur triangulation n'était pas focalisée pour la Suisse. De penser, les Français ont voulu mesurer la Suisse, c'est vrai, mais c'est seulement une petite partie. Ils ont voulu mesurer toute l'Europe. Leurs canevas trigonométriques ont couvert toute l'Europe. J'ai trouvé ce fragment des canevas trigonométriques des départements de la rive gauche du Rhin et de l'Helvétie, adaptés comme les plus directs pour la liaison. Ici en bas, vous voyez l'Alsace avec la base Ensisheim, une ligne de 19 km qu'ils ont mesurée avec très haute précision. Et ici, en nord-ouest, vous trouvez Dunkerque. Et ça, c'est une distance de 500 km. Donc vous voyez, ces concepts de triangulation, ce n'était pas seulement fixé pour mesurer la Suisse, c'était un concept européen de ces ingénieurs géographes. Ou bien cette autre série de triangles, toujours entre la base d'Ensisheim en Alsace et Munich et Aufkirchen en Bavière.
sur une distance de plus de 300 km. Ils ont aussi fait des observations astronomiques. Ici, vous voyez l'observation de la latitude de l'août 1812 fait à l'observatoire à Berne, ce qui a, sous Dufour, devenu le point fondamental pour la mensuration nationale de Dufour, mais c'était les Français les premiers à mesurer à Berne, mais ils étaient aussi à Genève en août et septembre 1813, et ils ont pris la latitude, l'observation de latitude à l'observatoire, je crois, c'est l'observatoire du professeur Pictet, ou à la tour de Saint-Pierre. Ce que j'ai mentionné juste maintenant, la géodésie, elle était déjà connue, plus ou moins, de ce qu'ils ont fait en Suisse. Pas connue était l'extension des cartes, c'était mon but de recherche. Et vous voyez ici l'image de deux ingénieurs géographes qui travaillent avec la planchette et la lunette. Donc, on dresse, on lève le plan directement dans le terrain. La partie la plus ouest que j'ai trouvée, c'est la carte des environs de Morges, avec une image cartographique. Vraiment, pour mon goût, c'est très moderne. Si vous faites, c'est plus moderne que Mallet. En tout cas, Mallet, il n'était pas dans la représentation du terrain, il était un peu schématique, tandis que là, vous voyez beaucoup de connaissances à faire une représentation exacte du terrain. Là, vous voyez un point qui a été fixé par la triangulation en avant, c'est la tour de Aubonne, et avec ces points, ils sont allés sur le terrain pour lever et pour compléter le plan du papier par le contenu cartographique. Ou bien de chez moi, pour les Ballois, c'est le terrain au sud de Liestal. Entre nous, ici se trouve mon lycée, et si je trouve une telle carte à Paris, ça me touche un peu, hein, parce que c'est ma région, et de voir ces levées avec une... Ils sont repérés à la perpendiculaire de Paris, et regardez le petit détail, ce n'est pas des pieds, c'est des mètres. La modernité se montre dans les échelles métriques, et dans le mètre comme unité de mesure. Ou bien, détail de Fribourg en 25 millième. J'ai beaucoup trouvé d'esquisses comme ça. Mais ils ont aussi publié. Ça, c'est un extrait de la carte topographique de l'ancienne Souabe au 100 millième, qui a été publiée à peu près 4 ans après la chute de Napoléon, après la chute de l'Empire. Ils ont publié une grande zone qui couvre le terrain entre Bienne et le lac de Constance. Vous voyez ici le bilan de cette troisième vague cartographique établie sous Napoléon Ier. En rouge et en jaune, c'est les levées en grande échelle que j'ai pu trouver. Et ici en bleu, le périmètre qui a même été publié en 1 sur 100 millième. Ce qui est très très étonnant, on ne trouve pas cette carte en Suisse, on la trouve que dans un seul exemplaire qui est chez Suisse Topo dans les archives, on ne les trouve pas ici à Genève, on ne les trouve pas dans des autres bibliothèques. C'est une carte qui a complètement été hors du focus des bibliothèques suisses. Je ne sais pas les raisons. 5800 km² qui ont été levés et 3660 km² qui ont été publiés. Et maintenant, Dufour. Quelques points principaux de sa formation en France. Il faut mentionner que France était, dans cette période, c'est du territoire français. Et il y a beaucoup plus de spécialistes Dufour que moi ici. Seulement ces dates clés.
Il entre en 1807 à l'école polytechnique à Paris comme un des premiers Suisses. Il n'y avait pas beaucoup de Suisses avant lui. Il entre comme 144e candidat, mais il sort 2 ans plus tard comme 5e, ce qui lui permet de choisir la formation future et il se décide pour l'école supérieure d'application du génie à Metz. Après avoir terminé cette école, il fait encore 6 ans de service militaire en France. Et de cette période, j'ai pris ça du livre de M. Lamendorf, c'est un plan de la ville de Corfou de 1811 jusqu'à 12, 1 sur 5000, donc une échelle assez grande, qui nous montre les capacités cartographiques du jeune Dufour. Il est familial avec le métier de la carte, comme officier de génie, il doit l'être, et il est déjà expert dans des jeunes âges, dans son jeune âge, et il est formé par le savoir-faire français. En 1817, il retourne à Genève pour devenir ingénieur cantonal jusqu'en 1850, et à 19, il est cofondateur de l'école centrale à Thun, et ce qui est pour la cartographie suisse une date clé, c'est en 1831, il devient quartier-maître de la Confédération, ça veut dire il est chef d'état-major général. Et dans cette fonction, il devient responsable pour les travaux de triangulation et de l'établissement de la carte topographique de la Suisse 1 sur 100 000, que nous nommons aujourd'hui la carte Dufour. Mais je n'entre pas ici dans l'histoire de cette carte. Ça fera l'objet d'un futur salon, en 2013 peut-être, si vous venez à Berne. Mais restons chez Dufour. En 1841, il présente à la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève la détermination des coordonnées astronomiques de Berne pour ce point fondamental. Berne est notre Paris. Pour vous dire, le système de coordonnées suisse se repère à l'ancien observatoire de Berne et pour les calculs de la triangulation primordiale et par conséquent pour la carte Dufour, la latitude et la longitude de ce point, ils ont repris par des valeurs des Français, pas des Suisses. Il y a des valeurs des Suisses, mais finalement on se décide pour les valeurs des Français. Cette image nous montre, pour mon goût le plus évident, l'influence des Français. Vous voyez ici un canevas trigonométrique établi comme manuscrit en 1835. Ce manuscrit, il est trop grand pour être publié. C'est 2,5 mètres sur 2 mètres. C'est un exemplaire qui est chez nous. Si vous voyez des publications de la triangulation primordiale, vous ne voyez que les triangles dans la Suisse, mais ici, vous voyez la base de ces triangles, ces triangles noirs, c'est tous les triangles qui ont été mesurés par les Français. Donc c'est l'intégration des travaux géodésiques de Suisse dans la continuation, la tradition des Français qui se prolonge dans la géodésie de la Suisse. Aussi, pour l'altitude, c'est Dufour qui, parce que la Suisse n'est pas liée avec une mer, donc il faut prendre la valeur d'un point, et Dufour se décide pour l'altitude du Chasseral. Cette altitude a été déterminée par les ingénieurs géographes français, et ils ont été publiés en 1832 dans l'œuvre de Puissant, dans la nouvelle description géométrique de la France. C'est dans les années 60, c'est seulement pour vous mentionner la relation avec Genève, la pierre du Niton. C'est que dans les années 60 qu'on fait un nivellement de précision entre le Chasseral et Genève. Et à partir de cette date, c'est la pierre du Niton, dans le port de Genève, qui est le point de repère pour les altitudes. Et
en surplus en 1902, après qu'on a pu installer le raccord avec les nivellements de précision autour de la Suisse. On a dû abaisser l'horizon d'altitude de toute la Suisse pour 3 mètres et 26 cm. La cartographie française a aussi d'autres influences. Si vous faites une image d'un globe, il faut le projeter pour avoir une image cartographique dans le plan. Et ce processus se nomme projection, et Dufour nomme cette projection de Flamsteed modifiée. Mais en effet, derrière ce nom se cache la projection du dépôt de la guerre, publié par Maurice Only, le chef du bureau d'autographie français en Helvétie, déjà en 1810. Donc aussi, c'est seulement le positionnement de la Suisse sur le globe, l'altitude de la Suisse et la manière de projeter la Suisse. C'est sur des principes et des mesures français. Aussi, le modèle graphique et esthétique de la carte de Dufour est français. C'est la carte topographique de l'île de Corse qui a déjà été levée entre 1774 et 1790 par des levées de cadastre en 1 sur 10 000 environ, qui a été réduite sous l'ordre de Napoléon en 1811 dans l'échelle de 1 sur 100 000 et qui a été publiée en 1824. Donc au moment où Dufour il reprend la charge comme quartier-maître général, c'est une carte assez récente. Et vous voyez ici, ça c'est cette carte de la Corse qui est le Vorbild, le modèle esthétique et graphique de la carte. Et la technique s'appelle hachure ombrée. C'est comme si le soleil venait du haut gauche, ça veut dire du nord-ouest. Et si vous regardez, c'est peut-être pas si typique parce que le territoire, je vais voir, c'est un territoire assez plat, mais quand même, vous trouvez ici aussi le même principe des hachures ombrées dans la carte topographique de la Suisse 1 sur 100 000. Pour conclure, la cartographie moderne s'est approchée à la Suisse par l'ouest. Et malgré que la Suisse n'a pas pu entrer dans une collaboration avec la France, directe et officielle, l'influence des Français sur la cartographie suisse est évidente. À partir des années 1830, cette influence se manifeste le plus dans la personnalité de Dufour, qui avait gagné toute sa formation technique et militaire en France. Sous la direction de Dufour, le savoir-faire français fut appliqué aux conditions suisses et porté dans cette forme helvétisée ou helvétique à une réputation mondiale. La grande prétention cartographique de Dufour fut, malgré des circonstances fédérales très difficiles, la création d'une carte qui représentait la nation sous une forme correcte, uniforme et esthétique. Dufour et ses collaborateurs avaient au but que les Français ont voulu attendre déjà sous l'Empire. Donc les Suisses ont réalisé finalement les idées, les concepts qui venaient de la France. Et pour répondre à la question posée en avant, Dufour peut être regardé comme un ingénieur géographe français relatif à sa formation et à ses influences, mais qui a réalisé son chef-d'œuvre cartographique dans des conditions purement helvétiques, c'est-à-dire dans un État fédéral qui lui a demandé beaucoup de patience, de persistance et de prévoyance. Je reprendrai la question comme si il faut mentionner l'influence française dans Dufour, c'est bien évident. Pour ceux qui ont le plaisir de lire ça un peu dans le détail, il faut que je dise, c'est en allemand, beaucoup de citations en français. C'est un livre presque en 2 langues et j'aimerais maintenant consacrer ce livre
à la bibliothèque des Salons du Four. C'est mon cadeau personnel et je vous remercie beaucoup de l'invitation. Pour ceux qui aimeraient le commander, il y a quelques bulletins de commander où vous pouvez le commander directement vers l'éditeur. Fin de la publicité. Merci beaucoup.